L'adolescence. Michel Emanueli. Chapitre 4. Les modalités thérapeutiques avec les adolescents. Comme avec les adultes, les possibilités thérapeutiques sont diverses, puisqu'elles comprennent leurs traitements médicamenteux et les vastes champs de psychothérapie. Dans ces différents champs, les spécificités de fonctionnement adolescent demeurent prises en compte pour adapter les modalités thérapeutiques à ces caractéristiques. 1. Les traitements médicamenteux. Dans le domaine de chimiothérapie, les psychiatres ont recours aux anxiolytiques pour lutter contre les manifestations psychiques et psychiques, physiques et psychiques de l'anxiété. Aux neuroleptiques, à visée principalement antipsychotiques, et aux antidépresseurs, utilisés pour normaliser l'humeur en cas de dépression franche, lorsque les symptômes, ralentissement psychomoteur, inhibition, interdisent la poursuite du travail psychique. Ces dernières servent aussi parfois dans les états d'anxiété généralisée, des troubles alimentaires et les troubles obsessionnels compulsifs. Compte tenu de la teneur de ces différents médicaments, du manque d'études portant sur des populations d'adolescents, de l'inadéquation relative entre les classifications médicamenteuses, établies à partir de la nosographie adulte, et les divers regroupements psychopathologiques propres de l'adolescence. Leur prescription n'est pas un acte anodin. Elle nécessite d'être portée par un spécialiste. Après une évaluation psychologique attentive et l'établissement préalable d'une relation thérapeutique, la prescription de la première consultation est à éviter, et un suivi régulier est nécessaire. De Marcelli et A. Braconnier rappellent les risques particuliers liés à l'utilisation des psychotropes avec les adolescents. 1. Les adolescents peuvent s'appuyer sur les soulagements apportés par les médicaments pour éluder les problèmes intrapsychiques sous-jacents à l'existence de troubles. 2. Les médicaments risquent d'accentuer la relation de dépendance du sujet. 3. Son utilisation est susceptible de provoquer un sentiment de dévalorisation et d'impuissance, lié à la difficulté à trouver en soi des ressources psychiques pour dépasser ces difficultés. Et 4. On court le risque d'une interférence négative entre les effets secondaires de certaines substances et les processus d'adolescence. C'est ainsi que diverses modifications corporelles induites par les médicaments peuvent retenir sur les préoccupations concernant le corps et son image, les sentiments d'identité. Il importe donc, avant toute prescription de cet ordre, de savoir si les changements ainsi induits ne peuvent être obtenus par une autre approche. Par ailleurs, l'entretien préalable mené avec l'adolescent et ses parents doit permettre de définir ce que l'on peut attendre de ce type de traitement et d'imposer les limites. Enfin, le recours à la solution médicamenteuse, s'il est jugé nécessaire pour calmer l'anxiété majeure, les symptômes massifs de la dépression, ou intervenir face à l'entrée dans une schizophrénie, ne dispense pas d'une prise en charge psychothérapeutique. Il doit être considéré comme un préalable à celle-ci, utile lorsque l'état psychique du patient la rend provisoirement inopérante. 2. Les psychothérapies. 1. Définition et présentation. La définition est large. Elle concerne toute thérapeutique utilisant des procédés psychiques. Le terme recouvre des pratiques très diverses, sous-tendues par des modèles théoriques même variés, parfois inconsistants, voire inexistants.
Le domaine de psychothérapie a connu en effet, depuis une trentaine d'années, une large extension, et il est bien difficile pour les patients de savoir ce qui implique le titre et école auquel se réfèrent les psychothérapeutes. L'évolution actuelle se caractérise, selon Broussin, par 3 types de grandes références. La psychanalyse freudienne, pour les nombreuses formes de psychothérapie psychanalytique, le behaviorisme et le cognitivisme, pour les thérapies cognitives et comportementales, et la tradition humaniste existentielle qui regroupe diverses méthodes et des murs empiriques est improvisée, faute de fondements théoriques consistants, ce qui donne une extrême importance à la personnalité du thérapeute. Citons aussi les thérapies systémistes, issues des travaux de Bateson et de l'école de Palo Alto, qui ont contribué à la prise en compte des interactions familiales et de leur poids sur l'individu. On oppose surtout actuellement, et elle oppose effectivement en tout point, les thérapies cognitives et comportementales et les thérapies psychanalytiques. Le premier ne travaille que sur les contenus explicites et informatifs, vise la guérison symptomatique, se centre sur l'ici et maintenant. Les thérapies comportementales cherchent à déconditionner les conduites inadaptées et à apprendre de nouveaux comportements par divers moyens. Les thérapies cognitives visent à une restructuration cognitive et le développement de l'autocontrôle. Les thérapeutes y adoptent une position active et directive et le patient est encouragé à prendre un rôle actif. La relation établie entre patient et thérapeute ne fait pas l'objet d'une prise en compte, ce qui n'empêche pas qu'elle existe avec ses effets, et n'est pas analysée ou explicitée au cours du travail thérapeutique. Les thérapies cognitives et comportementales sont actuellement de plus en plus souvent utilisées dans les domaines hospitaliers, en particulier du fait d'objectifs de rentabilité qu'elles comportent. Il s'agit de traitements brefs, visant la disparition des symptômes et auxquels on recourt pour faire disparaître les phobies, les obsessions, voire les troubles de comportement alimentaire. Les études montrent toutefois que le traitement prévu pour une durée brève doit bien souvent être prolongé de diverses manières, en variant les méthodes et en poursuivant les post-traitements par des entretiens. La psychanalyse et les applications thérapeutiques qui en découlent reposent sur la reconnaissance de l'existence de l'inconscient et du fait que le symptôme est une formation de compromis et un témoin, avec le rêve, l'acte manqué, des conflits intrapsychiques inhérents au fonctionnement psychique. La pratique de la psychanalyse s'appuie sur l'interprétation des conflits infantiles refoulés, réactualisés dans la relation de transfert. La relation et ses implications affectives, loin d'être ignorées, constituent donc ici un paramètre essentiel du travail thérapeutique. La pratique de la psychanalyse pose comme exigence préalable à toute formation au sein d'une association psychanalytique l'expérience personnelle d'une cure psychanalytique pour le futur thérapeute. Si la cure type ou cure de divan est au cœur de la théorie et de la pratique psychanalytique comme un modèle de référence, elle ne constitue plus actuellement, pour des raisons variées, l'essentiel de cette pratique. La pratique de psychothérapie psychanalytique prenant des formes diverses s'est développée pour répondre à des situations rendant difficile une psychanalyse classique ou en excluant même la possibilité ou encore visant un autre champ d'action qui la rencontre individuelle, thérapie familiale. Quel que soit le mode de psychothérapie choisi,
il implique la nécessité de prendre en compte la famille, ce qui ne signifie pas pour autant que celle-ci puisse interférer dans les rencontres entre thérapeutes et adolescents. Ici aussi, un cadre doit être clairement posé, impliquant le respect absolu du secret professionnel, faute de quoi l'engagement de l'adolescent sera manqué par la méfiance. Lors de la mise en place de la psychothérapie, la rencontre avec les parents se fait avec l'accord et en présence de l'adolescent. Ces rencontres ne seront se renouveler par la suite. Mais il est parfois souhaitable qu'un consultant, autre que celui de leur enfant, les accompagne au cours de consultations, dans un travail de guidance leur permettant de réfléchir à leur lien avec l'adolescent et à l'impact de ces troubles sur la famille. 2. Les psychothérapies psychanalytiques. Avec l'adolescent, la décision thérapeutique repose, plus que sur les manifestations symptomatiques, sur l'évaluation des modalités de son fonctionnement psychique, la place qui occupe l'entourage et les enjeux pour l'avenir des troubles actuels. Il importe d'évaluer quelle sera la solution thérapeutique la mieux adaptée aux caractéristiques psychiques de ce patient, caractéristiques dont on a vu par ailleurs combien elles sont marquées par le processus d'adolescence. Cette évaluation se fait au cours de consultations qui permettent d'apprécier tout à la fois les troubles et leur poids, le degré d'urgence qu'il y a à intervenir et la nécessité éventuelle de recourir à un traitement médicamenteux et la manière dont l'adolescent peut ou non entrer dans la relation proposée et prendre appui sur elle pour mobiliser son fonctionnement psychique. Quelle que soit la modalité adoptée, l'importance des interventions avec l'adolescent tient à la grande capacité de mobilisation du psychisme à cet âge. Il convient donc d'intervenir plus tôt, tout en se donnant le temps et les moyens de décider des modalités de cette intervention. À cet effet, les consultations doivent souvent être renouvelées, complétées par un bilan psychologique ou, si nécessaire, par un temps d'hospitalisation provisoire. La spécificité du fonctionnement des adolescents, comme le souligne P. Sullivan, et comme l'illustre l'ouvrage La psychanalyse de l'adolescent existe-t-elle, a mis en question l'adéquation aux adolescents de la cure de divan instaurée par Freud pour des patients adultes, et imposé la nécessité de recourir aux divers aménagements techniques aboutissant à d'autres formes de psychothérapie psychanalytique. La cure psychanalytique comporte en effet des caractéristiques tenant à haut cadre: position allongée du patient, un nombre important de séances hebdomadaires, et à la durée de la cure, qui permet une régression au cours de laquelle le passé sexuel infantile peut se révéler peu à peu, au-delà de refoulements instaurés défensivement. Or, les caractéristiques de l'adolescent, en particulier la proximité où il se trouve avec les conflits de l'enfance et avec les imago parentales, ainsi que la dépendance aux parents existant dans la réalité, ne sont le plus souvent pas compatibles avec un tel engagement et avec les modalités et les vices même de la cure psychanalytique. Sur ce point, qui réunit assez majoritairement les psychanalystes d'adolescents, s'oppose la perspective des psychanalystes anglais E. M. Lefebvre et de Genevois F. Ladame, qui précautionnent la cure analytique intensive pour les adolescents présentant des troubles graves. Ces points de vue donnaient lieu à des débats avec les psychanalystes français, pour qui
une telle pratique, de manière générale fort rare, ne s'impose pas avec le cas difficile. Ceci requiert au contraire d'autres modes de prise en charge. Les adolescents les plus fragiles sont en effet ceux qui ont le plus de mal à tolérer la relation psychothérapeutique directe en action interprétative. La psychothérapie psychanalytique privilégie la relation, ce qui réveille la peur de la dépendance. Elle utilise le langage. Or, la voie d'expression des conflits est le plus souvent barrée dans des registres de troubles qui passent par des voies d'ordre somatique ou par l'investissement de l'agir. Il est difficile à ces patients de trouver des mots pour exprimer leurs émotions, souvent confuses, mal identifiées, et d'établir des liens entre celles-ci et des représentations. Il s'agit donc de trouver des aménagements ou d'autres formes d'échange qui, sans contraindre d'emblée à la verbalisation et à l'expression directe de soi, lui ouvrent la voie. A. Consultation thérapeutique. La consultation thérapeutique consiste en un entretien répété, souvent espacé dans le temps, qui permet d'opérer peu à peu cette mobilisation destinée à initier un mouvement psychique intérieur. Elles conduisent parfois à partir de l'ouverture à l'autre et à soi-même, qui rencontre l'adolescent, à engager en psychothérapie. Elles peuvent aussi, dans certains cas, suffire, du moins pour un temps, à dégager l'adolescent de ses difficultés actuelles à partir du soutien identificatoire qu'il y trouve et des réaménagements narcissiques qui en découlent. B. Les aménagements du dispositif. Les thérapies bifocales. La difficulté de supporter la proximité et la dépendance pour les sujets qui en sont les moins dégagés rend l'engagement relationnel intense, mis en route par la psychothérapie particulièrement insupportable pour certains adolescents. En effet, l'investissement de l'autre est toujours susceptible de rendre celui-ci excitant pour l'adolescent et de lui faire perdre par là sa fonction d'étayage narcissique. On l'a vu dans la relation avec les parents, qui demandent à être mis à distance. La relation transpérentielle avec les psychothérapeutes n'échappe pas à ces dangers. C'est pour écarter ces risques que sont particulièrement bienvenus dans les prises en charge d'adolescents des dispositifs qui protègent le travail thérapeutique de risques de rupture en diffractant les investissements. Les thérapies bifocales sont un exemple de tel aménagement. Elles répartissent le prise en charge entre le thérapeute chargé de la réalité externe de l'adolescent et un psychothérapeute exclusivement en charge de son monde interne. L'intervention du premier introduit un tiers qui, sans intervenir dans la relation patient-psychothérapeute, permet par son existence que la charge d'investissement dirigée vers ces derniers soit modulée. Cela favorise la négociation économique de la relation transférentielle et aide l'adolescent à mieux s'admettre afin de l'utiliser. C. Le psychodrame psychanalytique. Le psychodrame psychanalytique est un dispositif qui réunit un jeune patient, un directeur de jeu, qui ne joue pas, mais commente et interprète, est un groupe d'analystes, acteurs dans les scènes. Cette distribution offre une fragmentation du transfert qui permet l'aménagement de l'effet potentiellement traumatique de l'objet. Elle est favorable à la contenance et au traitement de l'excitation qui caractérise l'engagement des adolescents, en particulier dans les troubles limites ou psychotiques. Le psychodrame présente
en outre l'intérêt d'inclure des paramètres qui vont dans le sens de défense des adolescents. Recours à l'agir, à la réalité externe, à la sensation, utilisation de l'espace. Il les utilise de ces faits pour faire passer peu à peu la mise en acte dans le registre de la mise en scène et ouvre l'adolescent l'accès à son monde fantasmatique, à la figuration de son activité psychique. Son utilisation est donc particulièrement adaptée avec les adolescents, pour qui l'inhibition, les vides de la pensée sont au premier plan, rendant difficile les psychothérapies classiques et avec les sujets présentant une grande excitabilité. Les transferts se répartissent sur les cothérapeutes, ce qui favorise la différenciation des imagos, tout en préservant des sentiments de continuité narcissique. D. Le prise en charge institutionnelle. L'adolescent se met bien souvent en danger et a besoin. Dans ces cas, d'un cadre pour contenir les attaques auxquelles il se livre contre lui-même et que les parents sont parfois incapables d'empêcher. Il faut donc prendre des mesures telles que l'hospitalisation, la séparation d'avec la famille, en ayant pour viser une évolution à partir de prises en charge multiples qui rendent autant que possible ces mesures provisoires. Avec les sujets en grande souffrance, en effet, une prise en charge intensive est nécessaire et l'hospitalisation apporte généralement un soulagement. Les unités de soins, unités hospitalières spécifiques destinées aux problèmes psychopathologiques des adolescents, sont malheureusement peu nombreuses en France, si bien que ces dernières sont souvent hospitalisées dans le service pour enfants, avant 16 ans, ou pour adultes, après cet âge. Les hôpitaux de jour pour adolescents reçoivent ces dernières âgées de 11 à 16 ans ou de 13 à 20 ans, selon l'établissement, durant la journée, assurant les soins et l'enseignement. Une place importante est donnée à la scolarité et à l'éducatif. La perspective thérapeutique vise la reprise du développement et l'autonomisation à l'égard de la famille et du monde social. Le temps de séjour moyen est de 3 à 4 ans. Les modalités de prise en charge varient selon les registres de troubles. Délinquance, toxicomanie, pathologie psychotique, troubles de conduite alimentaire. Les élaborations théoriques portant sur ce qui s'y joue ont permis de mettre en évidence les apports de ce que R. Kahn appelle traitement psychanalytique institutionnel. Dans les cas de troubles de type psychotique ou limite, traitement généralement assorti d'une psychothérapie. L'institution offre un contenant aux productions du patient et elle permet que celles-ci prennent sens. Elle sert de cadre, pose des limites, données qui permettront la modification du fonctionnement mental. Dans ce type d'institution, l'équipe tout entière est engagée dans un travail d'analyse. Les réunions communes, offrant une diversité de points de vue sur l'adolescent, en fonction de modalités relationnelles établies par ces derniers, permettant de mieux comprendre ces troubles pathologiques et leur origine. La réflexion commune permet, par exemple, de mettre en évidence la répétition dans l'institution des attitudes familiales qui habitent et commandent inconsciemment les patients. Cette institution spécialisée privilégie, en sus de la prise en charge de l'adolescent, le travail avec la famille, afin d'en apprendre transférentiellement le fonctionnement de telle manière que cette compréhension puisse éclairer le fonctionnement psychique du patient et permettre de pallier les distorsions des interactions familiales. Ces rencontres aident, en outre, les familles en souffrance.